Bonjour à tous, on est toujours sur l'analyse du compte de résultat et dans ce chapitre, je vais vous apprendre à calculer la capacité d'autofinancement de l'entreprise et son autofinancement. Avant de donner les modes de calcul exacts de la capacité d'autofinancement, nous allons introduire cette notion. Reprenons le contexte d'une entreprise. Nous savons qu'au cours de son existence, une entreprise a besoin de ressources de financement pour faire face à différents besoins. Les ressources de financement, c'est de l'argent, elle a besoin d'argent. Tout d'abord, lorsqu'elle se crée, elle a besoin d'argent pour financer l'acquisition de ses immobilisations. Elle a également besoin d'argent pour financer la constitution de stocks. Et puis, elle aura également besoin de ressources de financement pour financer ses dépenses courantes, payer son électricité, payer sa facture d'assurance, rémunérer ses salariés ou payer ses impôts. Pour financer ses besoins, l'entreprise peut faire appel tout d'abord à des ressources externes. On qualifie ces ressources d'externes car elles viennent de partenaires extérieurs à l'entreprise. Tout d'abord, les associés actionnaires ou l'exploitant individuel, si vous êtes dans une entreprise individuelle, font lors de la création de l'entreprise des apports. Ces apports constituent le capital de l'entreprise. En cours d'exercice, l'entreprise peut également faire ce qu'on appelle une augmentation de capital, donc demander aux associés actionnaires de refaire un apport supplémentaire dans l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise peut se procurer des ressources auprès des banques et des établissements de crédit. Elle fait alors des emprunts qui vont venir financer l'activité de l'entreprise. De façon exceptionnelle, l'entreprise peut recevoir également des subventions d'investissement qui sont apportées par l'État, qui les aident à financer certaines acquisitions d'immobilisation. Enfin, l'entreprise a également des ressources de financement via les délais de paiement qui sont accordés par les fournisseurs. C'est une notion qui est un petit peu compliquée à comprendre en premier lieu parce que lorsque une entreprise a des dettes envers ses fournisseurs, vous avez l'impression que ce n'est pas bien. Mais en fait, lorsqu'une entreprise a réussi à avoir des délais de paiement auprès de ses fournisseurs, en fait, les fournisseurs lui accordent la possibilité de payer plus tard. Et de ce fait, il s'agit ici d'une ressource de financement à court terme dans le cas présent. Pour financer ses besoins, l'entreprise peut également compter sur ses ressources internes. Ces ressources internes, c'est celles qu'elle génère elle-même. Elles proviennent de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire de ses recettes et de ses dépenses. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. J'ai dit dans la diapositive précédente que l'autofinancement, c'est de la trésorerie qui est générée par l'activité de l'entreprise. L'activité de l'entreprise dans une entreprise est mesurée par le résultat. En effet, le résultat correspond à la différence entre les produits acquis au cours de l'exercice et les charges supportées par l'exercice. Mais ce résultat correspond-il à de la trésorerie qui a été générée pendant la période ? Pour répondre à cette question, il faut se demander si tous les produits de l'exercice vont générer une recette, c'est-à-dire une entrée d'argent, et est-ce que toutes les charges de l'exercice vont générer une dépense, c'est-à-dire une sortie d'argent. Eh bien non, tous les produits ne génèrent pas des recettes et toutes les charges ne correspondent pas à des dépenses. Donc le résultat d'une entreprise ne correspond pas à de la trésorerie qui a été générée pendant la période. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une entreprise a généré 10 000 € de bénéfices qu'elle a généré 10 000 € de trésorerie pour l'entreprise. Je m'explique. Parmi les produits de l'exercice, en fait, il y en a certains qui sont encaissables et d'autres qui sont non encaissables. Parmi les produits encaissables, vous avez par exemple les ventes. Lorsque je vends à un client, je sais que ce client va me payer. Donc on dit que ce produit est encaissable car il va donner lieu à une entrée de trésorerie. On ne dit pas qu'il est encaissé car il peut y avoir un délai entre le moment où vous constatez la vente et le moment où le client va vous payer. Et peut-être que le client ne vous paiera jamais. Mais il y a également des produits non encaissables. Parmi ces produits non encaissables, on en a vu dans les chapitres de comptabilité précédents, il y a par exemple les reprises sur dépréciation. Lorsque vous constatez une reprise sur dépréciation, vous constatez que l'entreprise s'enrichit parce que c'est une diminution de perte probable, mais il n'y aura pas d'argent qui va rentrer dans l'entreprise. C'est la même chose pour les charges. Parmi les charges, il y a des charges qui sont décaissables. Ça veut dire qu'elles vont engendrer une sortie de trésorerie, comme par exemple les achats. Les achats vont être payés aux fournisseurs. Les impôts vont être payés à l'État. Les charges de personnel vont être payées au personnel. Mais les dotations aux amortissements ne vont être payées à personne. Ce sont des charges calculées, on dit qu'elles sont non décaissées, non décaissables, et donc les charges n'engendrent pas toutes des dépenses. Eh bien, pour déterminer dans quelle mesure le résultat est susceptible de générer de la trésorerie, je vais sélectionner parmi les produits ceux qui sont encaissables, donc ceux qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la trésorerie, et je vais sélectionner parmi les charges celles qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la trésorerie.
Autrement dit, parmi les produits, je vais sélectionner les produits encaissables de l'exercice. Parmi les charges, je vais sélectionner les charges décaissables de l'exercice. Et en faisant la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables de l'exercice, je vais déterminer ce que j'appelle la capacité d'autofinancement de l'entreprise, c'est-à-dire la trésorerie potentielle générée par l'activité. Je parle de trésorerie potentielle simplement parce qu'elle ne sera effective, cette trésorerie, qu'une fois que j'aurai encaissé effectivement tous ces produits et une fois que j'aurai décaissé effectivement toutes ces charges. Pour obtenir l'autofinancement à partir de la capacité d'autofinancement, il faudra simplement distribuer aux actionnaires ou associés leurs dividendes et j'obtiendrai l'autofinancement qui restera à la disposition de l'entreprise. On peut donc noter dans le cours la définition suivante. La capacité d'autofinancement est la ressource interne dégagée par les opérations enregistrées en produits et charges au cours d'une période et qui reste à la disposition de l'entreprise après encaissement des produits et décaissement des charges concernées. Ou plus simplement, on peut définir la capacité d'autofinancement comme la trésorerie potentielle dégagée par l'activité propre de l'entreprise au cours d'un exercice. La capacité d'autofinancement se calcule en faisant la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. Voyons maintenant comment calculer la capacité d'autofinancement. Il y a deux calculs possibles. Une première formulation dite par l'approche explicative et une deuxième formulation par l'approche vérificative. On va commencer par la première formulation dite par l'approche explicative. Cette formulation est dite explicative parce que tous les éléments qui sont dans le calcul de cette CAF sont théoriquement générateurs de trésorerie. Ça veut dire qu'on va sélectionner parmi tous les produits qu'il y a dans le compte de résultat uniquement ceux qui sont encaissables et on va sélectionner parmi toutes les charges qui figurent habituellement dans un compte de résultat celles qui sont décaissables. Et comme point de départ, en fait, on va prendre le BE. Pourquoi le BE? Parce que si vous vous rappelez du cours sur la signification des soldes intermédiaires de gestion, je vous ai dit que le BE avait cette particularité de n'être constitué que de produits encaissables et de charges décaissables. Et oui, rappelez-vous, le BE, on l'a étudié dans les soldes intermédiaires de gestion. Et dans ces soldes, on avait dit que le BE avait cette particularité, c'est qu'il était constitué uniquement de produits encaissables et de charges décaissables. Parmi ces produits encaissables, vous retrouvez les ventes de marchandises, la production vendue, les subventions d'exploitation. Et parmi les charges décaissables, vous retrouvez les achats de marchandises, les achats de matières premières, les charges de personnel ou les impôts et taxes. Donc partons de cette EBE et on va ensuite considérer les autres produits du compte de résultat encaissables et on va enlever les autres charges du compte de résultat décaissables. On va procéder en fait par nature. L'exploitation, le financier, l'exceptionnel. On commence par identifier les autres produits d'exploitation encaissables et les autres charges d'exploitation décaissables. On rajoute les produits, on enlève les charges. Bien évidemment, on ne va pas rajouter les reprises sur dépréciation, amortissement et provision et on n'enlèvera pas les charges qui concernent les amortissements puisque ces charges sont non décaissables. Donc on ne les prend pas en compte dans ce calcul. Ensuite, on considère l'activité financière de l'entreprise. On va rajouter les produits financiers encaissables, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des produits financiers de l'entreprise, sauf si ça concerne des reprises sur dépréciation et provision. Ensuite, on enlève les charges financières qui sont normalement décaissables, sauf les dotations à caractère financier, puisque ces dotations sont non décaissables. Et ensuite, on considère la partie exceptionnelle. On va prendre le total des produits exceptionnels, sauf ce qui n'est pas considéré comme encaissable par le PCG, les produits de cession d'éléments d'actifs, on y reviendra tout à l'heure dans l'explication, les quotes-parts de subvention d'investissement virées au résultat. En fait, quand vous recevez une subvention d'investissement, à un moment donné, vous devez la réintégrer dans votre compte de résultat pour la rendre imposable, mais ce n'est pas pour ça que vous allez la recevoir de nouveau. Et vous avez également les reprises dont on a dit qu'elles n'étaient pas encaissables. Donc on prend le total des produits exceptionnels, sauf ces trois éléments. Et ensuite, on enlève les charges exceptionnelles décaissables. Donc on va prendre le total des charges exceptionnelles, sauf ce qui n'est pas décaissable. Donc évidemment, les dotations à caractère exceptionnel, aux amortissements, dépréciations et provisions, et la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. La valeur comptable, je vous rappelle que c'est le compte 675 que vous utilisez en cas de cession d'actifs. Quand vous vendez une voiture, par exemple, le prix de vente de la voiture se met au crédit du compte 775 et la valeur nette comptable de la voiture s'inscrit au compte 675.
Oui, mais quand vous vendez une voiture, vous ne donnez d'argent à personne. Donc cette valeur comptable correspond à une charge non décaissable. Et c'est pour ça qu'elle ne vient pas impacter la CAF. Il vous reste à enlever la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices, qui sont deux charges décaissables qui apparaissent tout en bas du compte de résultat. La participation va se verser aux salariés, l'impôt sur le bénéfice se versera à l'État. Et enfin, on rajoute dans le calcul ce qu'on appelle des transferts de charges d'exploitation et des codes-parts de résultats sur opérations faites en commun. Je les ai mis un petit peu en grisé parce qu'en fait on n'en verra pas cette année. Et du coup, je ne voulais pas trop que vous soyez influencés par ces éléments dans votre raisonnement. L'idée, c'est de sélectionner simplement ce qui est encaissable, ce qui est décaissable. Notons quelques précisions sur la méthode de calcul que je viens de vous présenter. Donc je vous ai dit que cette méthode explicative prend le BE comme base de calcul, car nous avons déjà expliqué que ce solde intermédiaire de gestion est uniquement constitué de produits encaissables et de charges décaissables. Certaines charges non décaissables et certains produits non encaissables ne seront pas pris en compte dans le calcul de la CAF, comme je vous l'ai expliqué précédemment. On va faire la liste de ces charges et de ces produits qu'on ne prend pas en compte. Donc dans la CAF, il y a un certain nombre de charges non décaissables que vous ne prenez pas en compte. Parmi ces charges non décaissables, il y a les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions. Je vous rappelle que les dotations aux amortissements constatent la consommation des avantages économiques futurs attendus des immobilisations. Autrement dit, la perte de valeur irréversible des immobilisations. Ce sont des charges dites calculées. Elles n'engendrent aucun mouvement de trésorerie. Ça veut dire que quand vous constatez que, par exemple, un matériel de transport a perdu de la valeur, vous ne donnez d'argent à personne. Donc, c'est une charge non décaissable. Ensuite, vous avez les dotations aux dépréciations, qui, je vous le rappelle, constatent des pertes probables sur des éléments d'actifs. Vous pouvez constater des pertes probables sur des créances, sur des titres, sur des stocks ou sur des immobilisations. Ce sont également des charges calculées, elles n'engendrent aucun décaissement. Quand vous constatez qu'il y a une perte probable sur un titre, vous constatez simplement que son cours a diminué, mais vous n'avez donné d'argent à personne. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des charges non décaissables. Enfin, vous avez les dotations aux provisions qui sont enregistrées pour constater des sorties de ressources probables. Mais là encore, les sorties de ressources sont probables, ce sont des charges qui sont simplement calculées et non décaissables. Dans les autres charges non décaissables qui ne sont pas prises en compte, vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, donc ce qui correspond au compte 675 qui est utilisé lors de la cession des immobilisations. Donc cette valeur comptable ne correspond là aussi à aucun décaissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On revient aussi un instant sur les produits qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la CAF, qu'on appelle des produits non encaissables. Ils comprennent essentiellement les reprises sur dépréciation et provisions qui sont constatées pour montrer qu'il y a une diminution de pertes probables dans l'entreprise, mais qui n'engendrent pour autant aucune entrée de trésorerie. Si vous avez un titre par exemple qui a repris de la valeur, eh bien c'est juste que son cours a augmenté, mais vous n'avez pas reçu d'argent puisque vous n'avez pas encore vendu ce titre. C'est pour ça qu'on dit que c'est un produit non encaissable. Par ailleurs, vous avez la quote-part de subvention virée au compte de résultat, qui constitue lui aussi un produit calculé. Il n'y aura pas d'entrée de trésorerie suite à ce virement au compte de résultat. C'est juste une écriture comptable qui va permettre d'imposer cette subvention au niveau de l'impôt sur les bénéfices. Il y a un cas particulier qui correspond au cas des produits de cession d'éléments d'actifs. Les produits de cession d'éléments d'actifs, ça correspond au compte 775. C'est un compte que l'on utilise lorsque l'on cède une immobilisation. C'est là qu'on met le prix de vente de l'immobilisation. De fait, ce compte 775 va engendrer en contrepartie une entrée de trésorerie, puisque lorsque je vends par exemple un matériel de transport, je mets le prix de vente dans ce compte 775. Eh bien, puisque la CAF ne prend pas en compte la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, eh bien de façon similaire, elle ne prend pas en compte non plus les produits de cession d'éléments d'actifs, alors même qu'ils devraient être encaissables, qu'ils sont encaissables. Mais c'est juste pour qu'il y ait une égalité de traitement en fait entre ces opérations exceptionnelles de cession d'immobilisation. La deuxième façon de calculer la CAF se base sur une formulation par l'approche vérificative. Dans la première formulation, en fait, on a sélectionné dans le compte de résultat uniquement les produits encaissables et les charges décaissables. Là, on va partir du résultat, donc on a une démarche inverse. On part du résultat
et on va réintégrer les charges qu'on n'aurait pas dû enlever, c'est-à-dire les charges qui ne donnent pas lieu à des décaissements, et on va enlever les produits qu'on n'aurait pas dû ajouter, c'est-à-dire les produits qui ne donnent pas lieu à des encaissements, et également les produits de cession d'éléments d'actifs dont on vient de voir qu'ils sont effectivement normalement encaissables, mais par similitude avec la valeur nette comptable, on ne les prend pas en compte. Et ça va nous permettre de retomber sur la même évaluation de la CAF que précédemment. Voilà le détail du calcul. Donc on part du résultat de l'exercice qui peut être soit un bénéfice, soit une perte. Et on réintègre les charges qu'on n'aurait pas dû enlever parce que ce sont des charges non décaissables. Ce qui veut dire que je vais réintégrer ici la valeur comptable des éléments d'actifs cédés et l'ensemble des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions qu'il y a dans le compte de résultat. Et il y en a à plusieurs endroits des dotations. Il y en a dans la partie exploitation, dans la partie financière et dans la partie exceptionnelle. Il faudra toutes les additionner. Et j'enlève à mon calcul tous les produits qui ne donnent pas lieu à des encaissements, donc des produits non encaissables, à savoir les produits de cession d'éléments d'actifs parce que je considère dans ce calcul qu'ils sont non encaissables, l'ensemble des reprises qui ont été constatées, qu'elles aient un caractère d'exploitation financier ou exceptionnel, et les codes-parts de subvention virés au compte de résultat. Et vous devrez trouver exactement la même évaluation de la CAF que dans la première méthode. Passons maintenant à la notion d'autofinancement. Quelle différence y a-t-il entre la capacité d'autofinancement et l'autofinancement? Eh bien, la différence entre les deux correspond simplement à la rémunération des associés ou actionnaires. L'autofinancement se trouve par différence entre la capacité d'autofinancement et les dividendes que vous allez verser pendant l'exercice et qui correspondent de fait aux résultats de l'année antérieure. On peut alors résumer les utilisations possibles de la capacité d'autofinancement de l'entreprise avec le schéma suivant. La capacité d'autofinancement, on l'a dit, c'est de la trésorerie potentielle. Que peut faire l'entreprise avec cette trésorerie potentielle? Eh bien, dans un premier temps, je viens de le dire, elle peut rémunérer les apporteurs de capitaux. C'est ce qu'elle fait en fin d'année. Si l'entreprise fait du bénéfice, elle leur distribue des dividendes. La part qui revient à l'entreprise, qui s'appelle l'autofinancement, va lui permettre d'accroître son autonomie financière. Être autonome financièrement, c'est ne pas dépendre des partenaires extérieurs de l'entreprise. De fait, elle va pouvoir financer seule ses investissements, sans avoir recours à l'emprunt. Elle va pouvoir éventuellement, avec les trésoreries qu'elle a dégagées, rembourser les emprunts auprès des banques si elle en a. Et elle va surtout pouvoir financer son activité courante. Donc par exemple, accorder des délais de paiement un petit peu plus longs à ses clients pour faire en sorte de les attirer davantage ou financer simplement la constitution de ses stocks. Pour appliquer les notions vues dans ce cours, on va maintenant passer sur le cas cristalline. Sur ce cas, vous allez me calculer la CAF selon la méthode explicative et la méthode vérificative et vous en déduirez l'autofinancement de l'entreprise. Bon courage à tous, restez chez vous et à très bientôt!